2 mars 2016, à Bruxelles, il y a eu une attaque terroriste qui a frappé la ville en plein cœur. Il y a d'abord eu une première attaque qui a frappé l'aéroport de Zaventem. Et ensuite, il y a eu une deuxième attaque qui a frappé le métro de Malbec, qui a fait, dans les deux cas, énormément de morts. Alors, dans l'aéroport, vous avez 2 terroristes qui sont partis d'une planque où ils se trouvaient dans Bruxelles, qui se sont rendus en taxi jusqu'à l'aéroport. Ils avaient des sacs d'explosifs avec eux, ils les ont mis sur des trolleys. D'ailleurs, on le voit sur les images. Chacun avait son chariot avec son trolley. Ils ont avancé et ils se sont fait exploser donc, dans le hall des départs. C'est vraiment ce qui prédominait le plus des témoignages qu'on entendait, c'était le silence total qui régnait. C'était un peu ce qui est décrit par les témoins, un monde parallèle où plus un seul bruit. Et dans ce silence total, les cris d'agonie des plusieurs victimes, des gens qui étaient démembrés, certains qui avaient perdu des jambes, perdu leurs bras. On a retrouvé la hanche d'un terroriste dans un panneau publicitaire. Et c'est vraiment ce climat de guerre qui prédominait dans les témoignages qui étaient faits. Bruxelles, c'est petit, donc on connaît directement ou indirectement des personnes qui ont été affectées par les attentats. Et en l'occurrence, c'est l'un des premiers cadavres qui nous a été montré parce que le choix a été fait par les enquêteurs de nous diffuser tous les cadavres. Et un des premiers cadavres qui a été montré a été effectivement cette dame qui était venue à l'aéroport de Bruxelles avec sa famille. Le père était présent, les 2 filles étaient présentes également. Et le père avait décidé de partir aux toilettes, temps de vider sa vessie. Et quand il est revenu, il a entendu le boom. Évidemment, la première chose qu'on fait dans des circonstances comme ça, c'est qu'on essaie de regarder autour et on est choqué, on ne comprend pas. Il a eu le miracle de pouvoir retrouver ses filles. Malheureusement, sa femme n'a pas eu autant de chance. Et il a retrouvé sa dépouille un peu plus loin, qui a été propulsée par le souffle de l'explosion. Les enfants étaient en fait partis à la plaine de jeu. Ils étaient en train de s'amuser. Fort heureusement, c'est l'amusement qui les a un peu éloignés de l'épicentre de l'explosion et qui leur a sauvé la vie. Alors, ce qui s'est passé dans le métro le 22 mars, c'est qu'en fait, vous avez 2 personnes qui vont partir à partir de l'appartement de Smaïl Farizi, que j'ai défendu. 2 personnes vont donc partir avec le sac rempli d'explosifs. Ils vont à pied, ils se rendent à la station de métro Pétillon. Le premier rentre et il est grimé, parce qu'à cette époque, les enquêteurs avaient déjà eu tous les attentats avec ce qui s'était passé à Paris le 13 novembre. Donc on les recherchait un peu. Donc il s'était grimé d'une manière vraiment particulière, parce qu'il était habillé comme on aurait dit une forme d'écolier. On le voit sur les caméras de surveillance, il s'éteint les cheveux en blond, il a des lunettes, il a son petit cartable qui est en fait rempli d'explosifs, c'est ça le paradoxe. Et donc, celui qui est grimé est rentré dans la station de métro Pétillon, et l'autre s'est désisté, il est rentré à l'appartement pour aller vider tous les explosifs dans les toilettes parce qu'il s'est désisté, en fait. Celui qui est rentré dans le métro a pris le métro dans un sens et les enquêteurs pensaient qu'il s'était gouré. Donc on va le voir sur les caméras de surveillance descendre à une station parce qu'il allait dans le mauvais sens, en fait, il visait le centre européen. On va le voir prendre le métro dans l'autre sens et à la hauteur de Malbec, la station Malbec, une station après Schuman qui est le centre européen de Bruxelles, va se produire à ce moment-là l'explosion. L'explosion a été extrêmement forte, parce que dans une explosion, on a d'abord l'épicentre de l'explosion en elle-même, et ce qu'il y a dans la foulée de l'explosion, c'est en fait ce qui est appelé par les experts le blast, qui est un souffle qui prend tout sur son passage. Et l'explosion a été tellement forte, et pour donner une idée du souffle de l'attentat, vous avez eu un mur qui s'est effondré à l'extérieur de la station. C'est vous dire en fait l'importance de l'explosion à ce moment-là, quoi. À nouveau, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a eu des témoignages de ce qu'on a appelé les primos intervenants, donc pompiers, militaires, policiers, qui ont décrit à nouveau des scènes d'apocalypse, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, ils ont tous les honneurs, ils ont fait un travail exceptionnel, et il y en a certains qui ont vu des choses totalement atroces, parce que, à nouveau, c'est une scène de guerre. Il fallait voir l'état du métro. Vous avez un monstre de fer qui a été éventré, mais d'une manière qui nous donne une idée de la violence de ce qui s'est passé. Les projections de cadavres sur les quais, les vêtements déchirés, des personnes lacérées, meurtries. Et en fait, on a même retrouvé, paradoxe de l'événement, on a retrouvé la tête du terroriste qui avait roulé jusque dans une benne à ordures. Donc, ouais, des scènes de guerre extrêmement importantes. Ouais. Première explosion à l'aéroport de Zaventem à 7h58. Qui a fait 18 morts. Deuxième explosion au métro Malbec à 9h11, qui a fait 17 morts cette fois-ci et un total de, je crois, 340 blessés. Comment je me retrouve dans ce dossier ? Moi, j'étais en train de faire ma vie. J'étais en 2e année d'avocat et je rentrais de la prison de Nivelles. Nivelles, c'est une petite bourgade en Belgique
qui est un peu plus loin que Bruxelles, enfin, une petite bourgade. Je sais que les gens de Nivelles vont pas apprécier. Nivelles est une belle ville, il y fait bon vivre. Mais donc je revenais de la prison de Nivelles, c'est le quotidien de plusieurs avocats pénalistes. On va voir nos clients en prison avant les audiences pour discuter avec eux. Et là, je reçois un appel d'un avocat que je connaissais déjà, c'est Sébastien Courtois. Immense avocat, unanimement reconnu comme peut-être un des plus grands avocats de Belgique, avec qui je m'entendais bien, et qui me dit très simplement dans un ton, c'est son ton habituel, Sébastien Courtois, il me dit « Ouais, Mich, tu fous quoi ?» Ouais, je dis « Je rentre de la prison de Nivelles. » Et il dit « T'es pas plutôt, au lieu de faire ce truc, t'es pas chaud plutôt de venir aux attentats de Bruxelles avec moi demain ?» Il y a des offres qu'on ne peut pas décliner. Celui qu'on a dû défendre pendant ce procès, c'est Smaïl Farizi. Smaïl Farizi, qui est un personnage haut en couleur. Franchement, un mec très avenant, qui discute avec tout le monde. C'est vraiment ce qu'on définit en Belgique comme un bon bruxellaire. C'est le mec que tu vas croiser dans la rue, il va te parler, il va te raconter 10 histoires. Alors il traîne un peu dans les bars, il joue au bingo. C'est l'as du bingo. C'est comme ça qu'on le surnommait. Donc ce qu'on reproche à Smaïl Farizi, en fait, c'est d'avoir prêté son appartement aux terroristes. Concrètement, c'est ça. Un jour, il traversait une rue dans Bruxelles, près du palais de justice. Il passe le passage piéton et il y a un mec qui s'arrête avec sa voiture. C'est un ancien copain de l'école qui va lui dire eh ben, Smaïl, qu'est-ce que tu fous là? Ils sont contents de se voir au début. Et alors ce mec lui dit ben, est-ce que tu n'aurais pas un appart à dispo pour héberger un pote, il a une galère et tout ça. Et lui, il faut savoir que c'est vraiment un mec gentil et un mec aussi un peu naïf. Sur le moment, il va accepter, mais une histoire de 2-3 jours. Le problème, c'est que c'est 2-3 jours qui se sont transformés en période extrêmement importante, quoi. Je crois, à peu près 6 mois, quelque chose du style. Il va retourner vivre chez ses parents. Mais il va revenir ponctuellement à l'appart pour voir si tout se passe bien, quoi. C'est de savoir s'il savait que les personnes qu'il était en train d'héberger étaient en train de fomenter un projet terroriste. La question, c'était vraiment de savoir ce truc-là. Est-ce qu'il savait ou pas? Alors, quelques jours avant les attentats, et ça, ce sera vraiment le fer de lance de l'accusation, Smaïl se trouve dans un bar, il fait ce qu'il fait d'habitude, hein, ce qu'il fait de mieux, il discute avec les gens, et voilà, simple. Et ce qu'il va faire, c'est que, et il va le dire dans son audition, donc c'est même pas un élément de l'enquête, c'est lui qui va le dire spontanément. Il va ouvrir un journal, l'ADH, qui est, je crois, un des premiers journaux papier de Belgique, et il va voir, en fait, dans le journal, la tête des personnes qui l'hébergent. Et avec le titre qui est écrit en grand, « Voici le visage des 2 terroristes qui ont semé la terreur dans Bruxelles ». Et donc forcément, on s'est dit, bon, là, t'es censé être au courant, Smaïl. Donc, soit t'appelles la police et tu te rends, et ça veut dire que t'as rien à voir là-dedans, soit t'essayes de te planquer, et là, tu vas commencer à devenir suspect. Le problème, c'est qu'il n'a pas appelé la police. Oui, mais pourquoi t'appelles pas la police directement? Mais lui, dans sa réaction, quand on se dit, à quel moment mes potes sont des terroristes? Ce qu'il fait, dans une espèce de réflexivité un peu nulle, c'est qu'il va prendre ses clics et ses claques depuis le bar, il va aller sur place, et dans sa tête, il se disait, ben, si jamais ces gars sont vraiment des terroristes, quand je vais ouvrir, ils seront pas là, parce que si toute la police européenne et du monde les recherche, ces mecs vont pas être dans mon appartement. Et alors, si jamais il arrive et qu'ils sont là, ben, ça veut dire que c'est peut-être un mensonge, cette histoire. Parce que sinon, ils auraient déjà été attrapés, ils peuvent pas être dans mon appartement. C'est vraiment la réflexion dans laquelle il s'inscrit. Et donc, il va se rendre à l'appartement, à l'improviste. Je crois qu'il arrive à un truc genre 5 heures du matin, encore pas d'heure. Et on va lui ouvrir, et là, ce sera un des terroristes qui lui ouvre, qui voyait déjà c'était qui à l'école. Il va le confronter. Il va lui dire, mais c'est quoi cette histoire? Il est écrit le visage des terroristes, c'est toi qui as fait ça? Et c'est là où il va se faire baratiner. Et la personne va lui dire, non mais Smaïl, tu vois, nous on a des antécédents dans le grand banditisme, jamais on aurait fait ça. Et il faut vraiment se mettre à sa place, il faut l'imaginer. C'est vrai que quand t'entends ça, ouais, c'est peut-être c'est un journal comme ça, c'est peut-être pas vrai. Mais toujours est-il qu'il s'est fait baratiner. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs psychiatres qui se sont penchés sur le cas de Smaïl et qui ont vu qu'il était subdébile, à la limite du retard mental. Smaïl va avoir un électrochoc le jour des attentats parce que tout est en mondovision. Hein. Tout le monde ne fait que parler de ça. Et là, pour le coup, il ne peut plus avoir de doute. Il y a les visages des terroristes, des mecs qu'il connaissait, qui logeaient dans son appartement, qui apparaissent sur toutes les télés. Et je crois qu'à ce moment-là, il était à la maison, chez ses parents, et là, il devient tout blanc. Il devient tout blanc parce qu'il a le déclic, ça il explique. Il se dit, ah merde, c'est vraiment ça qui est arrivé. Ces gens-là, en fait, logeaient dans mon appartement et j'ai rien vu venir. Donc, il est vraiment parti dans une forme de crise, de panique quand il a appris ça.
C'est vrai que le commun des mortels aurait voulu que... ok, je viens d'apprendre ce truc de fou, je prends mon téléphone, j'appelle la police, je leur dis, les gars, il y avait des terroristes chez moi. Et là, il a une réaction à nouveau un peu atypique. Le mec veut faire un état des lieux. Il va directement après à l'appartement pour essayer de le vider. Et c'est vraiment le pire choix qu'il a pu faire. Et il fait quoi dans l'appartement? Ce qu'il va faire dans l'appartement, c'est qu'il va appeler son frère et il va demander « Est-ce que tu peux m'aider à déménager ?» Le frère, au courant de rien, il s'est fait d'ailleurs entraîner dans toute cette sauce alors qu'il n'aurait jamais dû être là dans ce procès. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vider l'appartement, ils vont voir les vêtements, ils vont voir les matelas, ils vont tout dégager pour le remettre à la propriétaire en fait, alors qu'il aurait évidemment dû appeler la police. Mais le problème, c'est que dans la dynamique de se dire est-ce que j'ai affaire à un coupable ou à un innocent, c'est vrai que par cette démarche, on a l'impression qu'il essaye de couvrir les terroristes. Le mec veut faire un état des lieux. Il veut faire un état des lieux, il se dit je vais remettre l'appartement dans l'état, je vais déménager les trucs. Il y avait les toilettes qui étaient bouchées, je vais déboucher les toilettes. Alors ce qui est particulier, c'est que je vous avais dit tout à l'heure que l'un des terroristes s'était désisté. Il était revenu à l'avenue des Casernes et il avait pris la décision de prendre tout son sac d'explosifs et il avait tout balancé dans les toilettes. Smaïl Farizi, le mec était si peu au courant de tout ce qui se tramait, et c'est un élément qui a joué pour lui par la suite. Ce qu'il a fait, c'est que, nouveau dans une réaction un peu atypique, il a été au bricot, il a été chercher une petite ventouse, il a été chercher du desktop, il a tout foutu dans les toilettes, il a mis son pied sur la planche de la toilette et il a commencé à secouer. Et nous, on a demandé... pendant le procès, on a demandé aux experts explosifs qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Et ils étaient tous unanimes. Ça, c'est un comportement qui vous tue 9 fois sur 10. Donc c'est un truc qui démontrait aussi qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait. Il faut vraiment se mettre à la place de ce garçon et de se dire qu'il n'y a pas de perspective de présent, il n'y a pas de perspective de futur. Tant qu'on n'a pas réglé cette histoire de perpétuité et qu'on ne sait pas si oui ou non on va se retrouver en prison toute sa vie, vous ne pouvez rien faire. Donc l'exutoire qu'il a trouvé, Smaïl, à ce moment-là, c'était de se réfugier dans l'alcool. C'est vrai que parfois il se levait dans des impros totales. Au milieu de l'audience, il y a quelqu'un qui est en train de parler, le mec se lève et il dit « Excusez-moi, Madame la Présidente, moi j'ai rien à faire ici. Moi j'ai rien à faire avec ces bougnoules là. » Et... c'est vrai que forcément, et à nouveau, il y a le jury qui écoute ça et qui l'accueille, le même jury qui doit décider de si ce mec est coupable ou non, et qui forcément voit un peu où se situe la sympathie envers ce mec. Parce qu'on juge quelqu'un pour ce qu'il a fait, mais on juge aussi quelqu'un en fonction de sa personnalité. Et c'est vrai qu'il doit accueillir ça. Et on se regardait à ce moment-là avec Sébastien Courtois. On se disait, bon, ce procès allait être long. On n'était qu'à 2 mois de procès, et d'un procès qui allait en durer 9. Je discutais encore de la défense avec l'avocat qui m'avait fait intervenir dans le dossier, Sébastien Courtois. Et on discutait encore de ces éléments-là. Au bout d'un moment, j'ai plus de réponse. Ce qui est atypique parce qu'on se cause H24. C'est un ami, mais c'est aussi genre mon coplaideur, ou plutôt je suis son coplaideur, donc c'était anormal. Et puis le temps passe et je commence tout doucement à m'inquiéter. Et le soir, je reçois un appel d'une journaliste qui va me dire ouais, Michel, t'as entendu cette histoire, est-ce que c'est vrai ou pas? Je lui dis mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas entendu? Je dis mais vas-y, dis, tu vois. Et là, elle me dit Sébastien Courtois est décédé. Et le premier réflexe que j'ai, c'est en fait, ça spéculait encore à ce moment-là. Il faut comprendre la notoriété de l'homme, donc c'est vraiment un gros événement. J'ai aucune confirmation, je regarde l'après, je me dis c'est vrai, c'est pas vrai. J'appelle Henri Laquet, j'appelle Jonathan Detaille, qui sont d'autres avocats, des amis. Je finis par me rendre sur place parce que je voulais en avoir le cœur net. Et c'est quand je suis arrivé sur place que j'ai eu la confirmation de la nouvelle. Il est décédé d'une crise cardiaque. Il y avait beaucoup de choses à gérer, mais il y avait un combat à continuer et il fallait le faire, je pense. Moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve à ce moment-là, c'est de me dire il faut mener ce procès au bout et il faut le faire pour l'honneur de Sébastien Courtois. Et honnêtement, ça a été ma plus grande force là-dedans. Il y a l'interrogatoire donc d'accusé qui arrive avec quelqu'un qui risque la perpétuité et surtout avec quelqu'un qui est causant et qui, bon, il est plus stable. Alors nous, il était revenu tiré à 4 épingles. On avait mis 3 bouteilles d'eau devant lui qui devait finir en fin de journée. Mais donc il y a cet interrogatoire d'accusé et on doit préparer un mec qui est qui à tout moment peut vous lâcher une dinguerie, quoi. Et donc ça, c'est tout un travail. Donc ce qu'on a dû faire avec Smaïl, c'est qu'on a dû se préparer à toutes les questions potentielles qui allaient être faites. C'était un gros travail où on a préparé 500 questions d'anticipation, 500 questions, pour qu'il puisse répondre correctement. Parce que c'est
C'est le problème qu'il y a dans des procès pareils, c'est que quand vous êtes présumé innocent dans un procès terroriste, il faut se dire les choses correctement. Vous êtes présumé coupable. Votre présomption d'innocence, elle vole, c'est terminé. Il y a des experts en islam et en islam radical qui sont venus nous expliquer que son profil ne cadrait pas du tout avec le profil du terroriste. Et alors c'est vrai que le mec, c'était pas le plus croyant de tous. Je veux dire, lui-même l'a affirmé, il se levait en audience, dans ces moments où il était un peu pompette, il se levait en audience et il disait « mais je peux pas être terroriste, je suis bisexuel ». Et comme ça paraît un peu brut de décoffrage, mais et c'est vrai que ça cadre, disons que ça le met pas en pole position d'être un chevalier de l'État islamique. C'est vrai qu'on avait demandé à un des experts qui était sur place, parce qu'on peut poser des questions aux experts, on leur a demandé « pouvez-vous nous dire quel est le sort qui est réservé aux homosexuels dans l'État islamique ?» Et l'expert avait répondu très clairement, on les jette du haut des immeubles. Donc oui, quand il dit ça, ça peut paraître un peu brut, mais c'est vrai que ça cadre pas avec le profil du terroriste. Au bout d'un moment, on aura eu les plaidoiries, et donc ce qui se passe en fait dans les cours d'assises, c'est que le jury, donc c'est 12 personnes issues de la société civile, va se retirer pour délibérer. Et donc ils sont partis, je crois qu'ils sont partis 1 mois, c'était interminable, nous on attendait comme ça. Et ils sont revenus, je pense, 1 mois plus tard. Et donc on arrive à l'audience avec Smaïl, je crois qu'il est même arrivé en retard ce jour-là, vraiment jusqu'au bout il nous l'aura fait. Ouais, je pense que c'était bien le cas, il est vraiment arrivé en retard. Et donc là commence la lecture de la décision. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en cour d'assises, c'est pas... toi, t'es coupable, toi, t'es coupable, toi, t'es pas coupable. En fait, il y a plein de questions qui sont posées et le jury doit répondre oui ou non aux questions. Et c'est ça qui établit l'établissement de la prévention ou pas. Donc, on a vraiment reçu genre une lecture ultra rapide de la décision, désincarnée de tous les noms, et on savait pas si on était acquitté ou pas. Et ne pas savoir qu'on est acquitté ou pas après avoir attendu 7 ans, ça, dans la tête, ça a beau être 3 secondes, c'est une éternité. On se regardait, la température qui monte, on savait pas, on repensait à tout le combat et on se disait est-ce que c'est arrivé ou pas, on n'était pas en mesure de savoir. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commencé à envoyer un WhatsApp avec le monde extérieur, tous les journalistes, pour voir si ils ont l'info ou pas, parce qu'eux vérifiaient les trucs, ils avaient leurs renseignements et tout. J'avais pas la nouvelle, évidemment. Il faut imaginer, si jamais je dis, moi, à Smaïl Farizi, t'es acquitté et que je me gourre, l'ascenseur émotionnel, le mec en a assez subi en 7 ans, si je lui fais ça maintenant, c'est à syncope. Mais donc on a eu la confirmation. Et là, je me rappellerai toujours, évidemment, c'est qu'on se regarde avec Smaïl. Je lui dis, bon, Smaïl, t'es acquitté, mon vieux. Là, je le vois, et quand le visage s'ouvre, en fait, on sent vraiment un poids de 7 ans qui retombe, quoi. Et